One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur Al24 News. L'Algérie sera bien au rendez-vous des 16e de finale de cette Coupe du Monde 2026. Après un premier tour riche en enseignements, les Verts s'apprêtent désormais à relever le défi suisse. Avant ce match décisif, place au bilan. La force mentale affichée par les hommes de Vladimir Petkovic, le retour au premier plan de Riyad Mahrez, l'éclosion d'Ibrahim Maza ou encore les progrès collectifs de la sélection, mais il sera aussi question des axes d'amélioration, plus de stabilité défensive, une meilleure gestion des temps faibles et davantage d'efficacité offensive. Le bilan du premier tour et les clés du rendez-vous face à la Suisse, c'est le programme de Club Mondial avec la Dream Team ce soir sur Al24 News. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et puis bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir Antar Yahya. Bonsoir Jamel. Bonsoir, bon retour pour Antar. Oui, et bonsoir. Que des retours en fait. Bonsoir. Que des retours. On joue pas l'aller, on joue le retour. Exactement. Allez, Club Mondial, tout de suite après le jingle. Et s'il fallait retenir un premier enseignement de ce premier tour algérien, ce serait sans doute la force de caractère affichée par les hommes de Vladimir Petkovic. Une qualification qui traduit une vraie force de caractère. Messieurs, qui veut commencer? Antar, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Exactement. Mais t'as vu, il y en a en fait, parce que j'ai remarqué, j'ai analysé, parce qu'à chaque fois ils disent mon nom. Et en fait, ils veulent pas commencer, alors c'est eux qui, comme ça, ils prennent la parole pour se dégager. T'es bien, tu l'as pris, vas-y, reste sur ta main. Non, c'est une stratégie à chaque fois, c'est vous, c'est Khaled spécialement, il dit à chaque fois, allez, c'est Karim. Et puis l'équipe de 3 a voté. C'est vous qui allez commencer, l'un de vous deux, allez. J'ai envie de vous laisser. On est à la veille des élections, alors on a voté déjà. Moi, hier, on m'a beaucoup entendu, donc c'est pour ça, Antar, tu peux y aller. Allez, Antar. Bon. Non, alors, le mot qui me vient à l'esprit, c'est progressivité. Je pense que l'équipe a fait preuve de caractère, notamment après ce premier match de l'Argentine. Et il a fallu faire preuve de caractère, de personnalité. On l'a vu aussi contre la Jordanie, où la première mi-temps, elle était intéressante jusqu'au but. Et puis après le but, il y a eu ce coup dur. Donc où là aussi, il a fallu faire preuve de caractère, de personnalité, et puis avec une belle deuxième mi-temps, pour ensuite voir vraiment une équipe aussi libérée sur l'aspect offensif lors du dernier match contre l'Autriche. Donc moi, le mot qui me vient à l'esprit, vraiment, c'est progressivité dans le jeu, mais aussi progressivité dans ce qu'on a pu voir comme cohésion entre eux sur le terrain et comme solidarité. Et puis c'était un premier tour contrasté mais riche en promesses pour la sélection algérienne.
C'est Karim qui vote pour vous. Vous allez commencer. En Allez, fait, Khaled. un premier tour avec un objectif déjà atteint, Oui. c'est-à-dire être passé au second tour. Après, je vais reprendre parce qu'il a employé beaucoup le mot en caractère, personnalité. C'est des mots qui sont importants parce que après le premier match, ou au-delà du résultat, au-delà de la défaite, il y avait certains comportements ou un rendement qui était, je pense, obligatoirement, on devait obligatoirement l'améliorer. C'est ce qui a été fait lors du match contre la Jordanie. Caractère, pourquoi? Parce qu'on a été mené et ça ne nous a pas empêché, en étant dos au but, de inverser le résultat. Et puis après, il y a un troisième match où il y a une analyse à faire un peu, j'ai envie de dire, un peu spéciale parce que ça a été un match de gestion avec certaines actions à commenter aussi. C'est-à-dire, on est mené, on revient, on est mené une deuxième fois, on revient. Et même quand on marque et on arrive à passer devant, donc progressivité aussi. Donc je vais reprendre quelques éléments de langage de Antar, c'est-à-dire que caractère, progressivité. Mais je pense et j'espère qu'on va revenir sur ce match contre l'Autriche, parce qu'il va falloir faire une bonne analyse de ce match-là. Dessus, oui. Et puis il y a la capacité à se relancer dans ce tournoi à chaque fois, après la défaite face à l'Argentine. Est-elle l'un des signes de cette maturité et de cette force mentale, Jamel? On n'avait pas le choix. Après le non-match que nous avons fait contre l'Argentine, il fallait une réaction. Une réaction à la limite épidermique. Donc, tout Algérien s'attendait à une réaction, surtout que l'adversaire, bien qu'il soit encore respectable, il fallait quand même le battre pour rester en vie. Par la suite, ça a été une très bonne réaction contre les Jordaniens, malgré la forte pression, parce que c'était égard aux perdants. On était dans le même quart que les Jordaniens. Et contre l'Autriche, les joueurs je pense, se sont un peu libérés. Ils avaient la possibilité de gagner. Et on a fait match, on a assuré l'essentiel, c'est-à-dire la qualification. C'était l'objectif qu'on s'était fixé dès le départ. Et puis Mustapha, Antar a parlé de progression visible d'un match à l'autre. Et c'est ce qui a été remarqué depuis le match de l'Argentine, puis la Jordanie, puis l'Autriche après. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est monté en puissance. On a fait un match et demi. Je retiens la deuxième mi-temps contre l'équipe de la Jordanie, malgré qu'on a été mené. Je pense qu'on a pu revenir au score à chaque fois sur le premier match, après même sur le deuxième match contre l'Autriche. On a fait preuve de beaucoup de personnalité et aussi, je voudrais aussi signaler que malgré tout ce qu'on peut dire sur notre sélection, c'est vrai que dans un parcours, il y a toujours des trucs positifs et des choses négatives. Et ce que je retiens, c'est que sur les 3 matchs, on a eu deux trophées. L'un pour Maza et l'autre pour Riyad Mahrez. Donc, ils ont été les meilleurs joueurs des matchs. Donc, je pourrais dire déjà, sur le plan objectif, on est au 16e. Et l'objectif, pour le moment, il est atteint jusqu'à preuve du contraire. Et puis, Karim, si on vous demande de résumer en quelque sorte ce que ce premier tour a révélé de positif pour la sélection. Alors déjà, une preuve de caractère. C'est-à-dire que dos au mur, ils ont su réagir, ils nous ont montré une réaction. Donc voilà, ici sur ce plateau aussi, on avait fait constat d'un état d'esprit qui était sur le premier match. On a le droit de perdre contre l'Argentine, oui. Mais c'était la façon, c'était ce qui était un peu le sentiment général qui laissait un petit goût amer en ayant trop respecté l'adversaire. Et sur le deuxième match et le troisième match, on les a sentis voilà, comme on les attendait, quoi. Après, tu as le droit de perdre, t'as le droit, ça arrive, c'est le football. Mais juste au moins de donner cette sensation de tout donner. Et donc voilà, c'est un peu la pente dans laquelle on est en train d'aller vers le haut. On espère que là, face à la Suisse, qu'on continue dans cette lancée. Il y a des choses à améliorer, on va en parler après encore. Forcément, il n'y a jamais... Bien sûr. Dans le football, il y a toujours une marge de progression. Et puis, mais il y a des choses qui sont encourageantes. Et puis, messieurs, peut-on parler de match référence face à l'Autriche? Je pense pas. Et le débat est ouvert. Non, mais je pense pas qu'on peut parler de match référence en termes de, on va dire, le contexte du match faisait que c'est un contexte de match qui a amené à la prudence de la part des deux équipes. Et à partir de là, le score convenait pour pouvoir passer au second tour. Donc, il ne fallait pas non plus d'excès d'ambition, on va dire, sur le match.
À partir de là, moi, la référence en termes de réaction, elle est sur la deuxième mi-temps de la Jordanie. La Jordanie. Plus là où moi, elle est une vraie révolte, une vraie révolte collective, individuelle, où là, on a senti une équipe qui veut aller au deuxième tour et qui veut arracher cette victoire. Et puis à partir de là, on avait notre destin entre nos mains. Vous votez aussi pour la deuxième mi-temps de la Jordanie, messieurs? Oui, bien sûr, forcément, parce que contre l'Autriche, ça a été, c'est un match un peu condition un peu particulière pour les deux équipes. Donc c'est pour ça que on peut pas le considérer comme un match de référence. Plutôt le deuxième mi-temps contre la Jordanie était une sorte de référence pour les joueurs. Ils nous ont montré qu'ils avaient du cran, que lorsqu'ils voulaient, ils arrivaient. Je pense que ça va être le même état d'esprit contre la Suisse. En fait, moi, je vais reprendre ce qu'a dit Antar et Jamal, c'est que le match de l'Autriche, c'était un match où c'est de la gestion. Les deux équipes n'avaient pas besoin de gagner pour pouvoir passer. Donc il y a des actions dans ce match ou des moments d'action dans le match de l'Autriche qu'il va falloir prendre de manière positive, notamment le fait de réagir, d'être mené, de revenir. Donc ça, c'est des éléments positifs. Mais dans l'ensemble, c'est plus un match de gestion. Par contre, oui, c'est vrai que le match de la Jordanie, parce que même la deuxième mi-temps, bien sûr, mais même en première, on a des actions, il y a, je crois, un face-à-face de Riyad, même deux, où on peut ouvrir le score, on ne le fait pas, puis on prend un but contre le cours du jeu, donc ça met encore un coup sur la tête, et on réagit. Donc, ouais, je pourrais considérer le match contre la Jordanie dans son ensemble comme un match référence. Il y a aussi cette capacité à revenir au score à chaque fois. Absolument. Oui, c'est une vraie force mentale pour nos joueurs. C'est vrai, à certains moments, on avait des doutes sur la qualité offensive et le rendement de certains joueurs. Après, quand on a vu la réaction après avoir pris le but contre la Jordanie, on y revient à chaque fois à la Jordanie parce que peut-être que on a été mis en difficulté après avoir pris le premier but. On a réagi dans des moments très difficiles avant même la mi-temps. Et on a pris le dessus en deuxième mi-temps avec des changements, c'est normal. Peut-être que je dirais que le match de l'Autriche, on ne peut pas l'appeler comme un match référence. On a pris 3 buts. À chaque fois, l'Autriche accélérait le jeu. Ils nous mettaient en difficulté pour plusieurs raisons. Peut-être que Karim et Antar vont expliquer, malgré que je vais donner comme ça des petits détails. On avait tendance à perdre les deuxièmes ballons dans certains duels aussi. Donc je pourrais dire qu'on ne peut pas l'appeler un match référence, mais quand même, on a senti une équipe qui en voulait, une équipe très compacte. Et sur le plan offensif aussi, on a marqué quand même 3 buts. Hein. Donc pour nous, déjà, on marquait 3 et 2 contre la Jordanie. Je pourrais dire que sur le plan offensif, on a eu notre mot. On reste sur le plan défensif et toute l'organisation défensive. On y reviendra avec Antar. Pour répondre à ta question que tu disais, pas savoir, c'est à Khaled qu'il faut la poser parce que c'est lui qui... Laquelle question? À savoir, t'es parti loin. T'as perdu la question. La question elle était de savoir comment, si on était en capacité de réagir. Ah oui, face à un de but, revenir au score, oui. C'était revenir, et Khaled il disait ça, il disait que tu étais à chaque fois impatient de voir quand on allait être mené au score, comment ils allaient réagir. Donc on a une autre réponse. Et moi, ce qui m'a plu lors de la seconde période de la Jordanie, surtout, c'est qu'en fait, on n'a pas paniqué, surtout. C'est-à-dire que donc, on a montré une certaine force de caractère et une certaine sérénité. C'est-à-dire mener en ayant perdu 3-0, en ayant eu la première mi-temps de la Jordanie, c'est-à-dire avoir des occasions pour... un match décisif. Absolument. Donc le contexte, encaisser contre un peu le cours du match et pouvoir revenir de manière sereine. Moi, je trouve que c'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer. C'est l'un des enseignements positifs. Je pense aussi, on parle de force de caractère, de personnalité, et là, elle est associée à du talent, parce qu'on est capable de marquer à n'importe quel moment. Ce qu'on n'a pas trop montré contre l'Argentine, où là, on n'avait pas joué sur notre valeur, mais les matchs qu'on suivi, on voit que sur chaque attaque, pratiquement, quand aussi on est en capacité d'accélérer, on se procure des occasions. Donc il y a quand même il y a un talent quand même. Il y a un talent qui est indéniable chez le nos talent joueurs. et l'émergence aussi de nouveaux leaders, entre parenthèses, si on peut les appeler comme ça. Enfin, moi je reste sceptique en parlant de leader. Je pense qu'il y a un seul leader, il s'appelle Riyad Mahrez. Les
L'autre, c'est des appendices. C'est des co-leaders. Oui, des co-leaders, voilà. Je pense que de par son parcours et le parcours de ses coéquipiers, il y a deux leaders. Il y a Mahrez et il y a Mandi. Ou Besbaini à la limite. C'est ces joueurs, au nombre de sélections, à leur influence sur le jeu, etc., qu'on peut parler de leader. Sinon, le reste, ces joueurs arrivent. Est-ce le nom leader avec le nombre de sélections, le nombre de... Voilà, ah oui, c'est important, c'est très important. C'est très bien sûr. Parce qu'après, il y a un leader émotionnel, il y a un leader très important, non. technique, il y a un leader... Lorsqu'il n'y a pas Mahrez comme capitaine, il y a automatiquement Mandi. Ouais. Lorsque Mahrez rentre, Mandi rend le brassard de capitaine. Je pense c'est ça où on voit qu'il y a quand même il y a une certaine hiérarchie et le respect du leader qui est Riyad Mahrez, quoi que l'on dise. On sent que les garçons comme Shaibi, Maza ont beaucoup de respect pour ces cadres, que ce soit pour Riyad, pour Mandi. Ils ont du respect. Maintenant, cette compétition, c'est aussi l'avènement de ces garçons-là, aussi en termes de personnalité et aussi en termes de performance. Ce qui va permettre à un garçon comme Shaibi d'être un leader ou Maza, c'est aussi leur performance. Ouais. C'est ce qui va accélérer on va dire, la prise de pouvoir, entre guillemets, dans le leadership. C'est leur performance. Et aujourd'hui, ils sont dans le bon train. Aujourd'hui, on peut les incorporer tout doucement dans ces leaders. On est souvent, on peut être en contradiction, il n'y a pas de non, mais après, je pense qu'on parle de la même chose, mais après il y a différents types de leaders en tas. Exactement, c'est ce que moi je pense que le leadership de Mandi n'est pas le même leadership que de Riyad. Oui, exactement. C'est peut-être le même en termes de cap, en termes de sélection, en termes d'ancienneté, en termes d'expérience. Mais par contre, Riyad, il est plus un leader technique. Voilà. Maza, pour moi, est un leader technique qui est en train de s'imposer tout doucement. Mais tu sais très bien. J'ai vu une vidéo pour l'anecdote. J'ai vu une vidéo où Maza était en train de parler à des journalistes. Il reçoit une communication de Riyad. Il leur dit excusez-moi, il y a Mahrez qui m'appelle. Le capitaine m'appelle. Et il est parti. Donc ça veut tout dire. Ça résume tout l'état d'esprit qu'il y a au sein de cette série. C'est normal. Le respect. Les jeunes ont le respect de la longévité. Bien sûr. Oui, l'expérience, de la classe des joueurs. Ils ont ce respect-là. Et c'est très très bien. Bien sûr. Moi je dis juste qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire sur le leadership, on sent qu'un garçon comme Aïssa Mandi est un peu plus en retrait. Parce qu'aussi, les performances... De par ses prestations, oui. Aujourd'hui, pour être crédible face à un groupe de jeunes joueurs qui montent en puissance en termes de performance, pour assumer ce rôle de leader, il faut être irréprochable dans la performance. C'est ça. C'est vrai. Donc c'est pour ça que, même on dit aujourd'hui, c'est normal que des garçons qui vont avancer dans le leadership, comme Belhaïd quand il va jouer, comme Maza, comme Shaibi, ils vont se retrouver à un niveau égal. Parce que cette nouvelle génération, elle n'attend pas l'âge. Cette nouvelle génération, certains disent des grands joueurs, on dit, on ne me parle pas d'âge. C'est oui, à partir du moment où ils sont performants, où ils répondent présent, à l'image de Maza en deuxième mi-temps contre la Jordanie, il a pris le jeu à son compte. Il a pris le jeu à son compte, il s'est mis vraiment en métronome du jeu. Et là, moi, je trouve que c'est un leader à part entière. En fait, Kantar, il a même forcé. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a pris le jeu à son compte, c'est qu'il, en fait, par rapport à ses signaux, il a donné tous les signaux à tous ses coéquipiers pour qu'on lui donne le ballon. C'est-à-dire que même toi, quand tu te lèves la tête, tu cherches un Maza parce que tu sais que la lumière, elle peut venir de lui. Donc, il y a deux types de leadership. Cet amalgame, il est très bien. Cet amalgame. Mais il n'est pas contradictoire. On n'en aura pas trop. Mais bien sûr. Qu'il y ait des leaders de différentes générations et puis que derrière, ça peut en plus s'imbriquer les uns dans les autres pour apporter un plus à l'équipe. Pour moi, ce ne sera pas pour déplaire à nous en tant que supporters. Elle ne se soustrait pas, on aura besoin des deux, de tous même. Et moi j'ai une question un peu plus philosophique. Faut-il être titulaire pour être leader ? C'est pour ça, on va parler de quel type de leadership tu parles quand même. Exactement. Parce que là on parle de leadership, donc on parle de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Donc, du coup, le management doit mettre le premier match remplaçant. Est-ce que là tu fais pas perdre de son leadership ? C'est une question. C'est quel match où des fois il se lève, il harangue un peu les joueurs, il était sur le banc, je crois qu'il est sorti contre la Jordanie. C'était pendant la Sur le deuxième but où il y a le but de Gouiri, il est hors jeu, il est sur le banc en train de discuter. Donc on sent son leadership. Mais lui, il l'associe aussi à un leadership technique aussi, Riyad. Mandi, c'est vraiment un leadership cadre, ancien joueur, expérience, calme, tout ça. Donc il y a différents types de leadership. Mais moi, je pense que le leadership de Riyad Mahrez a dépassé celui d'être uniquement le leadership technique, mais aussi émotionnel. Pour moi, sincèrement, le match contre l'Autriche, je l'ai dit,
pour moi, le match contre l'Autriche, là, j'ai vu un leader, Riyad Mahrez en leader. J'avais pas le souvenir de l'avoir vu dans cette posture-là. Exactement. Pour ça, en fait, Dans cette posture-là, comment il a rangé les troupes, comment il a été même dans les temps morts. Moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir Parce qu'il a vu. tout associé là. Son sur ce discours, match-là. son discours. Son est discours, Son même discours était vraiment- la voix avec laquelle il parlait lors de son Exactement. discours, j'avais pas le souvenir de l'avoir vu comme ça. Là, sur ce match, il a tout C'est pas le associé. fait, Il a attends, tout- c'est pas le fait d'être piqué dans son amour propre quand il a été mis Sur le banc, des justement, c'est remplaçants. une très bonne question. C'est le passage sur le banc, peut-être, quand Mais ça montre- l'Argentine. Je pense qu'il a été piqué dans son amour propre. Mais ça montre, c'est très bien parce que ça Parce qu'on montre n'a qu'il a jamais vu rire encore, comme ça. ça montre qu'il a encore cet esprit ultra compétiteur et qu'il a son mot à dire. Ouais. Et d'un autre côté, il y a un garçon qui a eu sa chance contre l'Argentine, qui est Haj Moussa. Il a eu sa chance. Oui. Riyad s'est assis sur le banc, il n'a pas saisi sa chance, les choses elles ont tourné. Oui, Bien sûr, c'est ça. Et c'est la vie d'un groupe, qui est comme ça. Mais peut-être que c'est ça qui a poussé Riyad à être plus. non, bah ouais, Hein en tout cas, Karim j'ai posé cette question-là. Pas de parce que diplomatie, justement- s'il te plaît. Hein. Pardon? Pas de diplomatie. Non, pas Pourquoi vous avez diplomatie. posé la question justement Non, mais parce que justement, en fait, c'est d'une manière générale la gestion des leaders, parce que, comme tu l'as dit en tard, il faut être crédible pour être leader, et qu'il faut être respecté aussi pour être leader. C'est-à-dire que si les performances, elles sont pas bonnes, ou que si on est mis sur le banc, on est marginalisé par le coach, c'est difficile après d'être crédible vis-à-vis des autres joueurs aussi. Un groupe de joueurs ne respecte que la performance. Exact. Et donc, je pense... C'est pas de trahir des secrets de vestiaire, mais que ce soit en Allemagne, en France, en Tunisie, partout dans les endroits où on a pu jouer, chacun peut y apporter son témoignage. Il peut y avoir des phrases des fois qu'on peut entendre sur le terrain, mais lui il me parle, mais lui-même il n'est pas bon. Et voilà, ça, c'est... Et ça fait perdre toute crédibilité à un joueur. Donc, ce qui est le socle du leadership déjà, c'est la performance. C'est vrai. Et puis si Mahrez a retrouvé son statut de leader, un autre joueur s'est lui aussi révélé au plus haut niveau, Ibrahim Maza, qui confirme son immense potentiel. Pour moi, je parle de leadership le concernant lui aussi, parce que techniquement, au milieu de terrain, c'est lui qui est là, qui se propose, qui fait les courses. Il offre toujours une possibilité. Donc, Être disponible. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'émergence de nouveaux leaders pendant ce premier tour. Je parlais d'un gars comme Maza. Donc il y a lui, sur le premier tour, il y a lui et Shaibi, les deux. Ils ont un énorme gros volume de jeu. Ils sont tout le temps disponibles. Et ils demandent tout le temps la balle. Dos au jeu, des choses, dans des situations où il n'y avait pas tout le temps beaucoup de mouvements autour d'eux. Et pour l'adversaire, c'était assez facile parce qu'il suffisait de les bloquer les deux. Et on paralysait un peu notre jeu. Et eux, ils arrivaient quand même à croiser les courses, à être tout le temps dans des zones où... Et dans des contextes difficiles aussi. Dans des contextes difficiles. Des fois, quand tu perds, tu as des joueurs qui se cachent. Eux ne sont pas cachés, ils sont toujours rendus disponibles. Malgré que des fois, il y a du déchet, Khadija. C'est-à-dire que ils ont tenté des choses, ils ont raté, mais ils ont continué de tenter. Et ça prouve beaucoup de choses. Justement, qu'est-ce qui impressionne chez un gars de 20 ans À 20 ans déjà, le fait qu'il ait 20 ans déjà. Qu'est-ce qui impressionne dans Apparemment, rien ne l'impressionne parce qu'il a l'habitude de jouer en Bundesliga, il a l'habitude de rencontrer de grands joueurs, donc il fait face. Moi, je pense qu'au niveau de l'équipe nationale, ce qui lui reste à Maza, c'est de s'affirmer comme un buteur aussi. Dans le dernier geste, des fois, il manque son tir, il manque. C'est ça. Sinon, pour le reste, c'est un leader naturel. Il va venir sans problème. Exactement. On avait eu le débat la dernière fois déjà à propos de lui. Et après, le débat, il avait continué parce que l'émission, elle s'était arrêtée. On ne peut pas continuer. Qui s'est arrêté? Le débat par rapport à Maza. C'était avec qui? C'était avec Mohamed? Lequel Maza? Avec Mohamed. Non, mais Antar, il était là, il était présent. Okay. Et du coup, d'ailleurs, c'est toi en plus qui avait dit ça, qui avait dit que si on regarde Riyad Mahrez à l'âge de Maza, Riyad Mahrez qui est aujourd'hui star de l'équipe nationale, bah, il n'avait pas la même personnalité. Non, mais il n'était même pas professionnel. Il était même pas à 20 ans, il était très loin. Donc c'est juste pour mettre en comparaison, dire où il en est lui aujourd'hui, Maza. À cet âge-là. Oui, mais attention, il y a aussi des joueurs. Donc qu'est-ce qui impressionne le plus, c'est sa précocité. Oui. Il y a aussi des joueurs qui s'imposent sur le tard. Oui, on le sait. Il n'y a pas de comparaison. Et il y a de grandes. Chacun sa trajectoire. Des joyaux qui s'éteignent au fur et à mesure des années. Et voilà, ce n'est que le début, sa personnalité, malgré 20 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un énorme trait de caractère des grands joueurs. C'est qu'à cet âge, c'est-à-dire très très précoce pour le très haut niveau,
il fait quand même preuve d'une sérénité à toute épreuve. Maturité aussi. Maturité dans le jeu, tranquillité. Et Sincèrement, où voyez-vous Maza dans 5-10 ans? Je lui souhaite déjà, moi, de continuer son parcours sans blessure, de continuer à évoluer, vraiment. Et là où il est très bien, pour l'instant. Et de continuer à franchir les étapes, de jouer, continuer à franchir les étapes. Et puis il fera son chemin. Je ne peux pas vous dire comme ça où il sera. Ce que je lui souhaite, c'est déjà d'être préservé des blessures et de pouvoir continuer son chemin. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un garçon ultra travailleur et sérieux. Donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est de mener la meilleure carrière possible. L'idéal serait de rester en Bundesliga, brièvement avant de sortir en... Non, la question, elle peut déjà se poser, où est-ce qu'on le voit la saison prochaine? Oui. Parce qu'il y a déjà des tractations qui ont lieu autour de lui. Donc ça va être un sujet après la Coupe du Monde en fonction de... Et si t'étais son de sa prestation en Coupe du Monde. Ils vont répondre à la question après la pause. Allez, il y a un train pour les top joueurs mondiaux qui sont passés par les Leverkusen, qui s'arrête juste après à Munich. Ah. Vous aurez le droit à la réponse après la pub. Allez, on va sortir pour une page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait dans la première partie des enseignements positifs à tirer de ce bilan, de ce premier tour algérien, mais tout n'a évidemment pas été parfait durant cette première phase de groupe et plusieurs zones d'ombre accompagnent cette qualification. Et le premier sujet d'inquiétude, c'est le poste de gardien qui est devenu le principal sujet. J'ai posé cette question au moins 10 fois sur ce plateau. Petkovic a-t-il enfin trouvé son gardien numéro 1? Et je pense que je vais la reposer encore une fois. À chaque fois, on a répondu et finalement, à chaque fois, on a donné de mauvaises réponses. Oui. Il n'a pas trouvé son gardien, il n'a pas trouvé sa défense. Parce que sur les 3 matchs, il y a eu 3 changements au niveau du système défensif. C'est-à-dire de la défense centrale et même sur les côtés. Est-ce que je peux poser moi la question différemment? Jamel, je peux sûr. poser la question différemment. Est-ce qu'il va rechanger encore de gardien? Oui, c'est possible. Trop direct. L'axe, c'était le même. C'est possible. L'axe, à chaque fois, c'était... Rami L'axe, c'était Rami. Oui, mais sur les côtés. Il a juste Sur changé. les côtés, Hadjam. Oui, sur les côtés. Mais dans l'axe, Hadjam, oui. dans l'axe, il a changé. Oui, mais par la suite, il y a eu aussi Belaïd qui est rentré dans l'axe. Il y a eu Chelgui qui est passé à côté. Donc, Même tout ça, c'est des changements. Même si je pense que cette défense à 3 serait vraiment intéressante à tester, vu aussi l'âge avancé un peu de Mandi et son repositionnement avec Belaïd et Rami pourrait aussi peut-être donner plus de solidité en vue d'un match à élimination directe. Je pense qu'il pourrait le mettre sur ce match-là. Je pense qu'ils l'ont travaillé. Ils ont travaillé ces deux systèmes parce qu'à la fin, contre l'Autriche, on a fini à 3. Ouais, toujours. On a fini à 3. Comme ça. Il y a contre l'Uruguay, on a joué à 3. On a commencé. Même contre la Jordanie, on a terminé à 3. Terminé à 3. Voilà, donc il y a, même à la CAN, il y a un match où on a fini à 3 aussi. Contre le Congo. Contre le Congo. Donc il y a aussi ce système-là qui pourrait aussi donner plus de solidité, libérer un peu les pistons. Oui, mais ça. Que ce soit Belrali, Ait Nouri. Mais est-ce qu'il va commencer avec ce système? Voilà, exactement. Antal, c'est ce système, il le fait quand on mène au score, par exemple. Jusqu'à présent, on était dans des matchs... C'est-à-dire qu'il renforce sa défense. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore répondu à la question de Karim concernant les gardiens. Non, il a dit est-ce qu'il va rechanger, mais il parlait de toute la défense. De toute façon, aujourd'hui, à partir du moment où il a changé, le fait qu'il rechange, ça ne surprendrait pas. Non, moi, je pense que Lucas Zidane va revenir dans les voies. Je pense. Et du moment que vous parlez de... Est-ce que les gars a eu une chance exceptionnelle, il n'a pas su la saisir, malheureusement. Je pense que c'est un problème beaucoup plus psychologique qu'autre chose, parce qu'il a des qualités, il faut le dire. Maintenant, ce jour-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Encaisser des buts de cette manière, c'était un peu... On lui impute le premier but en totalité. Je trouve qu'on est un peu sévère. Exactement. Parce qu'il y a une mauvaise gestion de la profondeur. C'est central droit.
C'est Ouais. Aïssa Mandi, centralement. C'est la meilleure introduction que tu puisses faire pour ma chronique après. Donc il y a une mauvaise appréciation. Une mauvaise appréciation, Oui, une mauvaise gestion de la profondeur parce que le porteur de balle autrichien n'est pas cadré, il a le temps d'armer son ballon. Aïssa, il temporise un peu, donc il se retrouve à la même hauteur qu'Arnautovic, qui lui, après, a le temps d'ajuster. Oui, mais Benbot aussi a eu un moment d'hésitation. Même Benbot, oui. Benbot sur ça. Il n'est pas sorti dès le départ. Il fallait sortir un petit peu. Là, on va dire c'est des erreurs en cascade parce que il y a la gestion de la profondeur d'Aïssa, puis derrière il y a la hauteur de Benbot initiale, hauteur initiale qui lui permet pas aussi de servir un peu de libéraux. Et puis derrière, ça fait. Et vous avez fait, messieurs, la transition parfaite pour la chronique de Karim tout de suite. C'est Karim fait exprès. va On va nous voir ça en décrypter image. tout de suite. On va voir ça en image. Jingle. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Bon, alors, comme Antar vient de nous le dire, il nous a parlé un peu des choses à améliorer, et notamment la gestion de la profondeur, c'était le sujet. Alors, il y a deux choses qu'il va falloir qu'on améliore, ou en tout cas qui sont un petit peu encore améliorables. D'abord, c'est le pressing, sur lequel il faut qu'on perfectionne et qu'on soit dans un timing de pressing général tous ensemble et qu'on puisse gérer aussi la profondeur. On va montrer ça sur les premières images. C'est les deux buts que nous avons pris, les deux premiers. Donc, on voit que là, dans la construction de l'Autriche, on ne met pas de pression. C'est le premier but qu'on va prendre. Donc, du coup, il n'y a pas du tout de pression. On laisse l'espace et du coup, ça laisse le temps de pouvoir lever la tête à l'attaquant de faire la course en profondeur. Vous pouvez laisser continuer. Et du coup, c'est là où on voit le premier but. Donc, c'est ce qu'on disait. On va voir le but sous un autre angle maintenant. Où là, on voit en fait, si vous restez sur pause, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de pression qui est mise sur le joueur. Il a tout le temps de mettre la balle derrière. Revenez en arrière 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, vous voyez que là, on est compact, ce qui est bien, mais en même temps, quand on ne met pas la pression devant, dans un bloc qui est à cette hauteur-là, du coup, il y a de l'espace derrière le dos de la défense. Donc, du coup, les joueurs adverses, ils ne peuvent pas demander là dans les intervalles, vu que c'est compact. Donc, le réflexe, c'est de la demander dans la profondeur. Et là, on voit, c'est que les deux joueurs-là qui font l'appel dans cette profondeur-là, et nous, on a une mauvaise gestion de la profondeur, parce qu'à partir du moment, et Antar pourra, s'il veut après nous le décrypter en tant que défenseur, quand on voit que le joueur, il a le temps de lever la tête et qu'il commence à regarder dans la profondeur, il faut commencer un petit peu à anticiper cette balle-là derrière le dos. Donc ça, c'était sur le premier but. Et sur le deuxième but, si on voit la séquence, du coup, là, c'est bon. Voilà. En rouge, ils construisent l'Autriche. Là, on voit qu'on essaie d'aller les chercher. Et après, on voit qu'il y a une passe qui est faite en retrait. Et c'est Guiri qui va aller presser. Il va totalement les presser. Il y a un dégagement qui est fait. Et là, si on s'arrête pause, faites pause s'il vous plaît. Là, on voit en fait, il y a Guiri qui est totalement devant et en fait, le bloc, vous voyez, en fait, là maintenant, on est très écarté, tout le contraire de tout à l'heure. Et du coup, vous pouvez laisser aller. Vous verrez qu'ici, il y a le duel de la tête où là, on y va, on manque un peu d'agressivité sur le duel, on se fait bouger un peu trop facilement. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est là-bas de l'autre côté. En fait, c'est le joueur qui va marquer le but. Vous voyez qu'il est au même niveau que notre défenseur latéral droit. Et si vous laissez continuer, vous verrez en fait le retard qu'il prend alors qu'à la base, il était au même niveau. Donc voilà les deux aspects à la gestion de la profondeur et le timing en fait quand elle est pressée ensemble. Ça, c'est depuis le début de la compétition, c'est ce qu'on disait. Et demain, on va montrer en fait une des forces de la Suisse qui est de reconstruire derrière. Donc voilà, comme ça, on a ça en tête pour ce soir et demain, on verra par rapport aux forces de la Suisse comment il faudra qu'on agisse. عدولو قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Donc voilà, c'était Matmour Décrypte. Merci pour ce décryptage. Et puis, les deux axes à améliorer avant Algérie, Suisse, c'est le pressing et la gestion de la profondeur. Peut-être que tu vas terminer coach, Khadija, dans pas longtemps. Merci, j'en prends bien mes leçons. Avec un stylo et une feuille, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez rebondir. Qui veut rebondir? Moi, c'est juste une question. Ça t'appelle rien sur la première action de l'Argentine? Toujours le porteur du ballon, il n'est jamais cadré en fait.
Sauf que là, c'est la profondeur et lors de l'action de l'Argentine, c'était derrière nos milieux de terrain. Voilà. Et sur la deuxième action, sur le deuxième but, cette fois-ci, c'est plus la Hollande, où il fait un long ballon, mais en fait, il peut jouer dans l'axe. Bien sûr. Parce que justement, on est tellement écarté qu'il y a aussi des joueurs qui sont libres dans l'axe. Donc en fait, il y a des petites problématiques qui sont récurrentes qu'il va falloir régler, je pense, contre la Suisse. Parce que sinon, on va être en difficulté. Surtout sur le porteur cadré, non cadré. Et je pense qu'Antar va nous faire une petite explication du porteur cadré, non cadré. Antar, les problèmes sont multiples dans cette défense, 7 buts encaissés. Mais à chaque match, il y a des problèmes à régler. Bien sûr. On ne pourrait jamais régler toutes les problématiques. Les problématiques de jeu, elles sont en permanence nouvelles sur chaque situation de jeu. Donc il faut y répondre avec le plus de précision possible et de rapidité aussi. Et c'est possible que par moment dans le match, le porteur de balle adverse ne soit pas cadré. Il y a une réponse adéquate à apporter. En l'occurrence, sur le premier but, le positionnement de nos deux centraux n'est pas bon parce qu'ils sont à la même hauteur que l'adversaire. Si pour qu'on ait un visuel simple, porteur de balle non cadré, on ne peut pas être à la même hauteur que l'adversaire. Parce que lui, il est en train d'attaquer notre but, nous on recule. Forcément, il va nous prendre de vitesse. Donc, ce qu'on avait dit lors d'une première vidéo il y a quelques semaines, à partir du moment où le porteur de balle adverse n'est pas cadré, il faut être entre l'adversaire et le but pour au moins lui couper la course. Ce qu'on n'a pas fait et ce qu'il va falloir aussi améliorer contre la Suisse. Et puis, est-ce un problème individuel ou collectif? Mais forcément, dans la ligne, il y a la ligne défensive. Il y a le fonctionnement de la ligne, les comportements de la ligne défensive, et à l'intérieur de cette ligne, il y a les individus qui la composent. Et là, en l'occurrence, les deux qui sont concernés, c'est les deux défenseurs centraux, qui étaient Rami Ben Sebaini et Issa Mandi. Les différents changements apportés à cette défense n'améliorent pas la situation. C'était concentré dans l'axe. Je pense s'il y a un changement sur ce, peut-être c'est avec Ben Pot, parce que Ben Pot, comme l'a dit tout à l'heure Antar, il aurait peut-être anticipé. Donc en fait, dans la gestion de la profondeur, tu as les deux centraux et leur profondeur, et tu as le gardien, en fait, la distance entre le gardien et le dos de nos défenseurs. Lucas n'aurait pas encaissé ce but. On ne sait pas. Non, parce que de par sa position. Non, là, parce que généralement, il joue, de par sa position, il joue généralement dans les 6 mètres, dans ces 8 mètres à peu près. C'est pour ça que je au mieux, il aurait rattrapé l'erreur des centraux. Voilà. Au mieux. Mais avant qu'elle arrive chez le gardien, il y a un mauvais positionnement des deux centraux. Parce que ce qui est malheureux pour le poste de gardien de but, c'est qu'on voit la finalité. Lui, son erreur, elle ne passe pas inaperçue. Par contre, il y a deux comportements défensifs de l'axe, de la charnière centrale, qui... En fait, ils auraient dû anticiper. Qui sont défaillants là-dessus. Le débat, messieurs, nous mène vers une question. Mandi Ben Sebaini, une charnière d'expérience, mais suffisamment solide pour le reste du parcours. Sur certaines actions, oui, on peut les pointer du doigt. Parce que c'est factuel, on le voit. Après, est-ce que tu vas les changer alors que ça fait un moment que c'est notre paire centrale dans un match décisif? Ça va être un choix qui va être compliqué à faire. Safa? Si on va faire un récapitulatif des buts qu'on a pris, c'est pratiquement tous dans l'axe, avec différentes progressions des équipes adverses. Si on prend le dernier but qu'a analysé Karim, déjà dans la gestion de la profondeur, après on revient dans le pressing qui n'est pas coordonné, des fois, et des fois on laisse beaucoup d'espace entre les lignes. Donc il y a beaucoup de problèmes sur toute l'organisation défensive. Moi, j'aime pas situer des postes, gardien de but, défense centrale. Moi, je parle je parle du bloc. De tout le bloc, je pense que c'est ça l'organisation défensive. C'est-à-dire que c'est pas un joueur individuel. On a déjà vu, on a enlevé un, on l'a remis. Il y a un moment, on a enlevé Ben Taleb, puis après on le remet. Exact. C'est pas un joueur en particulier, c'est un travail d'équipe. Et c'est là sur lequel on n'est pas, c'est pas fluide chez nous. Le timing, il est pas tout le temps coordonné. Les espaces et les distances, elles sont pas tout le temps bonnes. Il y a beaucoup d'idées. Par moment, on est trop serré, par moment, on est trop écarté. Il y en a qui y vont, les autres, ça suit pas. Je pense. Pourtant, c'est les deux seuls joueurs où on parle de complémentarité. Justement, est-ce qu'elle a été cette complémentarité entre les deux de la paire Benzbaini-Mandi. On parle de complémentarité depuis des lustres. C'est les deux seuls joueurs qui sont régulièrement alignés. Moi, je peux donner un autre exemple de carrière en tant que joueur, où c'était à Borussia Mönchengladbach. On avait des gros problèmes défensifs. Tout le monde pointait du doigt, c'était Dante.
qui était au Bayern, qui était à l'OGC Nice. C'était le défenseur. Il était pointé du doigt. Oui, il était le défenseur avec moi à Mönchengladbach. Et par la suite, il a été pointé de la main. Non, mais lui, il était pointé du doigt là-bas. Ensuite, il y a eu Lucien Favre qui est venu, un coach suisse, en plus suisse. Il est venu et après on a fini en Europa League et en Coupe d'Europe alors qu'on jouait le maintien parce qu'on prenait que des buts. Donc juste en réglant en fait parce que c'était quelqu'un qui avait qui les a juste réglés défensivement, et ben toute l'équipe, c'était pas que les deux défenseurs, et ben d'un coup les mêmes joueurs ils brillaient. Alors que quelques semaines avant, tout le monde leur faisait des reproches en disant oui défensivement ils sont pas au niveau. Et puis, moi, quand je vois Dante jouer, je me dis que le Seigneur était vraiment avec lui. Et puis, Intel, je vais vous relancer il y a aussi une part de concentration. Moi, je pense aussi, faut toujours garder la mesure, notamment par rapport aussi à un gardien comme Ben Bolt, où il est lancé dans le grand bain dans un match décisif. Bien sûr. Dans un match décisif. Donc, il n'est pas facilité. Il y a une erreur, mais il n'est pas facilité aussi par la défense centrale sur ce but-là. Maintenant, moi, c'est une conviction personnelle, pour avoir vu la défense évoluer avec Mandi, Ben Sebaini et Bel'id, Mandi, Ben Sebaini, ça n'engage que moi. J'ai trouvé que là, il y avait plus de solidité. Oui. Parce que là, avec Rami et Mandi, on est fort dans tout ce qui est de face. Tout ce qui est de face, jeu de tête, etc. Sortir sur le porteur de balle quand ça décroche assez loin du but. Mais quand on rajoute Bel'id, on amène aussi une notion de puissance aussi. Ça dégage aussi une notion de puissance. Même, moi, j'ai trouvé d'explosivité aussi. Voilà, j'ai trouvé que les trois associés, il y avait plus de complémentarité. Que c'était intéressant. Et ça libère même Aïssa et Rami dans leur façon de défendre en avançant. Le fait qu'ils ont une sécurité avec le Bel'id, ça leur donne de l'assurance. Puis dans ce qui dégage, il amène de la sérénité. En plus, oui. Donc voilà, et puis aussi, il y a un problème récurrent, c'est le manque de concentration. Je vais vous donner quelques exemples. C'est l'ouverture du score de l'Argentine, le but jordanien, l'égalisation autrichienne à la 96e minute. C'est des fautes qui coûtent cher en plus. Oui. Beaucoup de déconcentration. Je vais vous faire une réponse un peu bateau. Pour qu'il y ait des buts, il faut des erreurs. Okay. C'est une réponse à la Karim. À la Karim, il vient de me la souffler là. Merci. Et puis, à part on en parlait de défense, et puis il y a aussi une efficacité offensive encore insuffisante, on va dire. Et puis les chiffres, je vais vous donner quelques chiffres et vous allez me répondre. 36 tirs lors de ces 3 derniers matchs. 5 buts seulement. Contre l'Argentine, 7 tirs, 0 cadré. Je peux parler d'une relation qui était intéressante aussi contre l'Autriche. Bentaleb-Shaibi. J'ai trouvé... Positionnement. Pardon. Le positionnement. Ouais, les deux travaillaient l'un par rapport à l'autre. Et j'ai trouvé que Shaibi a effectué énormément de compensations, notamment sur les contre-attaques de l'Autriche, où c'est lui qui venait récupérer des ballons. Et... Bentaleb un peu plus à la manœuvre parfois sur certaines premières relances, et j'ai trouvé une complémentarité intéressante entre les deux. D'accord. Ouais, en fait des qualités différentes qui se complètent. Donc oui. Ça a libéré Maza aussi. En tous les cas, Shaibi c'est le plus régulier depuis le début de la Coupe du Monde. On l'a vu sur les 3 matchs, c'est vraiment le plus régulier. On en a parlé, c'est un joueur qui est capable de s'adapter à n'importe quel poste. Et polyvalence. Et rendre de bonnes copies. Totalement, il est intelligent et il sait. En fait, il connaît les rôles, tout simplement. Et puis parmi les points à améliorer, peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est la difficulté contre les blocs bas et aussi à gérer les temps faibles. Je peux revenir sur ce que tu as dit par rapport au but marqué. Tu as dit 32 tirs, mais combien cadrés en tout? Parce qu'on t'a dit 32 tirs, 5 buts marqués. 36 ou... 36. Enfin, contre l'Argentine, il y avait 7 tirs, 0 cadré. Oui. Et en gros, c'était 36 tirs. Donc ça fait 29. Il restait 29 sur les 2 matchs suivants. Et 5 buts marqués seulement. On va savoir combien il y a cadré. Il y a eu 13 contre l'Autriche, il y en a eu 13, je pense. D'accord. 13 tirs cadrés. Enfin, 13 tirs. Alors, le fait que tu te procures des tirs, déjà, c'est que tu procures des occasions. C'est déjà un point positif. Après, il faut voir la statistique, combien d'actions, cadrées, pas cadrées. Et ça va te donner vraiment en détail. Il y a aussi la possession c'est un problème de de balle. finition. Et il faut discerner aussi entre tir cadré ou tentative. C'est ce que je te dis. Tentative d'attaque. Il faut dire aussi. Parce que c'est un problème de finition ou pas? On a beaucoup possédé le ballon. Justement, c'est la possession de balle aussi. Quelle que soit la zone où on a possédé le ballon, malgré contre l'Argentine, ce n'était pas la même adversité que la
Jordanie et l'Autriche. Mais je pense que le fait de posséder le ballon, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé des solutions. Mais quand même, sur un match et demi, on a trouvé des solutions. On a beaucoup d'occasions aussi. Il faut faire attention à cette possession, Ouais. parce qu'il y a certains adversaires qui vont laisser le ballon. Ouais. Notamment Parce la que, Jordanie. parce que quand on a le ballon, c'est là où on est vulnérable Oui, aussi. bien sûr. Parce que certaines équipes se disent, ok, je laisse le ballon, Le déséquilibre, il est en mais la je sais possession. qu'à la récupération, je vais faire mal. Ouais. Donc cette possession qui est, on l'appelle par moment une possession stérile, parce qu'elle est face au bloc adverse. Ouais. Elle commence à être dangereuse quand elle commence à être entre les lignes. Et là où on voit un Shaibi capable de demander, un Maza capable de demander entre les lignes, là ça commence à être intéressant. J'ai trouvé les statistiques. En fait, 36 tirs, 13 tirs cadrés, pardon. Voilà, je l'ai Pas trouvé. moins de la moitié. Et 13 corners. Donc voilà. Et... Le Sénégal est éliminé. oui, allez, on parlait de quoi déjà? Allez, qu'est-ce qu'il faut aussi améliorer Non, mais en tout face à cas, la par Suisse, rapport à ce dernière qu'on ligne disait, droite. par rapport d'une manière générale, défendre. Défendre, c'est en équipe, donc c'est pour ça que là on parle à chaque fois de choses individuelles, mais on disait le bloc ils défendent tous ensemble et c'est la même chose vers l'avant, c'est-à-dire que vers l'avant il faut qu'on attaque aussi tous ensemble, on peut pas juste juger Guiri devant, des statistiques de Guiri, Maza ou de Riyad Mahrez, parce que eux devant, quelles sont les opportunités qu'ils ont, déjà faut leur faire éviter le maximum de défendre, et ensuite il faut parce que le jeu il repart de derrière, donc ça a chaque fois créé des supériorités, des décalages qui font que à la fin il y a un joueur qui se retrouve seul face au gardien et qui puisse avoir les opportunités. Sauf si cette distance de bloc, elle est due au marquage individuel. Parce que si on défend en zone et qu'on est responsable des espaces et non des hommes dans la zone, donc on doit retrouver des espaces cohérents. Des intervalles et des interlignes, normalement c'est 10-12 mètres entre chaque joueur. Ouais. Voilà. Là on a des distances de bloc qui doivent pas dépasser. 10 à 12. C'est-à-dire on va dépasser 30 mètres dans la profondeur et 35 mètres dans la largeur. Mais si on défend en indiv, là c'est différent. Parce que si on suit les joueurs partout, forcément ça va faire des grandes distances dans les blocs. Allez, un petit dernier tour de table. Ne pas faire preuve de naïveté. Comme l'ont été des équipes africaines depuis hier. 3 équipes africaines éliminées après avoir mené tous les débats. Le Sénégal vient de se faire éliminer 3-2 par la Belgique. Oui. Et puis Harry Kane qui sauve l'Angleterre face à la RDC. Après avoir mené 2-0 quand même. Oui. Et puis c'est Harry Kane qui sauve l'Angleterre, c'est hors sujet. 2 buts. Mais ça, Non, mais parce qu'Antar il était sur un sujet très intéressant, savoir comment. On n'a pas le temps. Oui, on va continuer demain. Parce qu'il y avait deux notions, il y a deux notions, défendre en zone et défendre en individuel. Quand on défend en zone, quand en individuel, des fois ça peut être de la zone, des fois en individuel. Et ça sera le sujet de demain. Si vous regardez le match de la Ligue des Champions qui a été phénoménal, PSG Bayern de Munich, où c'était de l'indiv total, vous ne trouverez pas d'espace cohérent. Merci. Donc voilà. On se retrouve demain pour parler de ça. Juste, il faut. Non, ça va. C'est Harry Kane qui sauve l'Angleterre contre la RDC. Finir sur ce sujet ce soir. Hein, pardon? Tu nous as pas laissé finir le sujet de Karim. On me met trop de pression en régie. Je peux voir. Alors, on se retrouve demain à minuit pour l'avant-match Algérie-Suisse. Merci de nous avoir prêté attention. À demain. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة.
عدولة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!